Il est cofondateur et président de Quai 36. Merci d'accueillir sur scène Jonas Ramuz. Bonjour, bonne année. Alors je m'appelle Jonas Ramuz, je suis le fondateur et associé de deux sociétés, une qui s'appelle Boogie Night, c'est une société on fait de la production publicitaire, et l'autre Quai 36. Alors Quai 36, c'est une maison de production d'art urbain. On est né en 2015, on a fait intervenir 22 artistes peintres au sein de la Gare du Nord. C'était la première fois qu'entrait l'art et la peinture de cette façon-là en gare. C'était un grand succès, c'est une opération qui a été inaugurée à l'époque par Fleur Pellerin, pour vous donner un petit aperçu. Donc ça c'était l'entrée de la gare, et Quai 36 c'est le nom de la voie 36 de cette même gare. Gare du Nord, c'est 775 000 voyageurs jour, c'est-à-dire qu'en 10 jours c'est à peu près 8 millions de personnes, c'est l'équivalent du flux du Louvre en un an. L'idée c'était d'amener la fonction artistique au cœur d'un lieu dont la fonction est d'être une fonction de transport. Quand les équipes de Madines m'ont contacté il y a quelques mois, l'idée c'était de développer un sujet autour de l'art, et on en est arrivé à cette thématique, l'art, outil d'expression fondamentale et vecteur d'émancipation des populations et des sociétés. Je vous avoue que l'art, c'est un vaste sujet et on n'est pas tous d'accord d'ailleurs sur ce sujet. Et donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait déjà commencer par essayer d'établir un cadre, parce qu'on peut entendre par art ou non, et d'essayer peut-être de donner une définition ou non. Il y a moins de 65 000 ans, on a identifié des peintures rupestres dans les grottes en Espagne. On connaît la céramique égyptienne qui date d'il y a moins de 4000 ans, des panneaux japonais, des netsuke japonais, des chants africains, des danses indiennes, les arts numériques. On connaît aussi la peinture moderne et contemporaine. On connaît aussi le street art et le graffiti. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire que dès qu'il y a une présence de l'être humain sur tous les territoires, de tout temps, il y a un geste esthétique et conceptuel. De là, on peut se dire que l'être humain est un animal artistique. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein, je vous rassure, ou de l'art, ou même de philosophie esthétique, mais donc l'idée est de comprendre en fait en quoi l'art habite l'homme ou l'être humain depuis la nuit des temps. Quand l'être humain est face à une œuvre d'art, il la regarde, il échange, il la juge, elle lui plaît, elle ne lui plaît pas. Moi, personnellement, je vais être ému devant une œuvre et elle ne vous parlera absolument pas. Et donc, on émet un jugement qui est subjectif. Et ce jugement, il évolue dans un contexte donné, à une période de l'histoire, dans un contexte culturel particulier. Un exemple qui est connu, je pense peut-être du plus grand nombre, Van Gogh, c'est un artiste peintre qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, à l'époque où il peignait. Et évidemment, ça souligne quelque chose de très subjectif. Quand bien même, à l'époque contemporaine, tout le monde n'est pas Van Gogh. À ce sujet, j'ai une petite vidéo dont j'aimerais vous faire part, qui est celle d'un peintre assez célèbre. Alors après, il faut prendre avec mesure ses propos, parce qu'il aimait jouer sur la notion de vérité. Mais tout de même, ça nous dit quelque chose. L'Angélus de Millet, que vous savez que c'est une de mes passions, une des gloires de la peinture française, de même que Van Gogh, c'est une des hontes, pas seulement de la peinture française, mais de la peinture universelle. Alors quand vous voyez à côté des chefs-d'œuvre de Millet, le misérable cerveau gluant et vraiment psychopathologique de le pauvre Van Gogh, on se rend compte comment notre époque arrivait au dernier degré de l'abjection. On aura compris là à propos avec cette vidéo, c'est que Salvador Dali n'est pas très sensible à l'égard de Van Gogh. Et donc ça souligne éminemment que finalement regarder une œuvre d'art, c'est quelque chose de très subjectif. Qu'est-ce que ça nous dit de notre société? C'est que l'être humain, c'est un animal artistique qui juge, et qui juge dans un environnement donné et qui est évolutif. L'être humain, il ne va pas pouvoir s'empêcher de hiérarchiser, de classer, de donner un cadre. C'est-à-dire que
Dans la peinture classique, on considérait que la peinture d'histoire avait plus de valeur que le portrait ou le paysage. À Gare du Nord, quand on est intervenu avec nos talents, qu'on appelle street artistes, c'était donc de l'art, si vous voulez, dans l'espace public. Si on regarde les statues aux Tuileries, c'est bien de l'art dans l'espace public, on pourrait considérer donc que c'est aussi d'une certaine manière le street art. Les talents avec lesquels on travaille, quand ce sont des talents français, ils sont immatriculés à la GESA, à la Maison des Artistes. C'est donc, on peut en conclure, des artistes contemporains. Le fait est que quand on dit street art, ça a pris un temps pour gagner en légitimité, pour rencontrer ces lettres de noblesse. Il y a le fait de venir de la rue, peut-être qu'on était perçu comme étant, en tant que peintre muraliste, d'une certaine façon, ignoble. Et donc se pose la question d'un moment où un art, quand il prend naissance, n'est pas tout de suite perçu, ou une pratique artistique avec la légitimité qui pourrait lui être donnée immédiatement. Ça traduit un état d'esprit, c'est-à-dire que l'homme, il semblerait en tout cas, c'est ce qu'on peut apercevoir, et c'était le cas peut-être de Van Gogh, quand une nouvelle forme prend naissance, fait acte de vie, eh bien, par réaction, l'être humain, peut-être par peur, a du mal à accepter cette nouvelle façon de voir la peinture, de voir la façon d'associer technologie et créativité. Et alors, je vais aborder un thème, peut-être vous voyez où je vais revenir, mais ça va être assez court, hein, parce que c'est que ces talents derrière moi, ils ont tous un point commun. Bon, au-delà d'être des talents, évidemment, reconnus et qui font partie de notre patrimoine, de Boris Vian à Rihanna, en passé par Madonna, tous ces talents, à un moment, alors pas dans toute leur carrière, mais à un moment, ils ont été censurés. C'est-à-dire que l'être humain, animal artistique qui juge dans un environnement donné, hiérarchise et à certains moments censure. Aujourd'hui, on ne censurerait plus Boris Vian, on ne censurerait plus Charles Baudelaire. Ça n'aurait aucun intérêt et aucune valeur à la fois sociale ni même économique que de censurer Queen ou les Beatles pour atteinte aux mœurs, par exemple. C'est quelque chose, pour le coup, qui signifie que, à nouveau, l'être humain, quand on vient déranger sa position de pouvoir, quand ses représentations du monde sont dérangées, par réaction, il empêche parfois la parole de l'autre, qui est une parole d'un point de vue esthétique. À un niveau un peu plus radical, je vais vous parler d'une histoire. J'ai été étudiant à l'école d'autres études en sciences sociales, j'ai travaillé sur la question kurde. Et donc j'ai vécu un moment en Turquie, dans le sud-est, à Batman. Et donc j'ai un ami qui s'appelle Serdar, qui est peintre et qui a fait une marche contre des décisions d'État, contre des choses qu'il trouvait inacceptables. Il a été photographié par la police. La police est venue chez lui, tape à sa porte, ils sont rentrés dans son domicile, et là ils ont commencé à sourcer différents éléments dans la perspective de son jugement. La peinture que vous voyez derrière, c'est une peinture qui représente Uludere Jodorowsky. Il y a quelques années, des contrebandiers se sont fait bombarder par l'aviation militaire turque. Donc les fleurs représentent les morts, et en arrière-plan, vous pouvez voir des cercueils qui sont portés par une foule. On lui a dit, tu es un terroriste, tu es le pire de la nation. Et il est parti 2 ans et demi en prison à la frontière bulgare, à Edirne, enfermé avec les intellectuels, les journalistes, les enseignants et les artistes. Pour ça, on considère de terroristes. Donc, on hiérarchise, on organise, parfois on censure. Je ne suis pas certain que pour la société turque et pour son économie, que ça ait vraiment de valeur d'enfermer ces intellectuels et ces artistes en prison. En tout cas, une dictature, quand on étouffe la créativité, quand on empêche de prendre la parole, eh bien les tendances vers lesquelles on peut aller, l'obscurantisme vers lequel on peut tendre peut être dramatique. Et ça m'amène à cette citation d'un poète allemand qui s'appelle Heinrich Heine, qui nous dit « Là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes ». Je crois que la phrase est quand même assez claire. Et donc, ce que ça me fait penser, c'est qu'il ne faut pas se dire non plus que ça n'arrive qu'aux autres. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, en ce moment même, vous êtes tous censurés. Vous êtes tous censurés artistiquement et culturellement. Ça se passe dans votre téléphone portable. Si vous postez une peinture de Rubens ou l'origine du monde de Courbet,
il est probable que l'algorithme de Facebook vous censure, voire arrête votre compte. Il y a eu un cas récemment en France. Ça dit quelque chose de notre société. C'est-à-dire que je crois que peut-être une forme de résistance serait tous en sortant de partager la photo et de voir ce qui se passe collectivement. Ça sera peut-être plus compliqué pour Facebook de nous arrêter à ce moment-là. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils sont dans une tentative de conquête des marchés et il faut qu'ils puissent en tout cas construire le dialogue avec l'Arabie Saoudite très pieuse ou la Pologne très catholique. Et donc pouvoir dire les choses comme nous on le souhaiterait, ce n'est pas forcément possible dans certains pays. On va revenir sur notre sujet. C'est donc que je crois que ça n'a pas extrêmement de valeur finalement que de contraindre et d'enfermer les pratiques artistiques, quand bien même ça peut être sporadique. J'ai envie de vous parler d'un phénomène que je considère à titre personnel comme artistique, qui fait encore débat, qui a été considéré comme art récemment par la France en février 2019. Ça s'appelle le jeu vidéo. Le jeu vidéo, en 72, on a créé Pong, qui était cette petite raquette sur laquelle on échange. On pourrait considérer que c'est un peu les dessins préhistoriques qu'on a pu voir tout à l'heure. Aujourd'hui, ça prend des formes incroyables, ça réunit des talents multiples, que ce soit des scénaristes. Il y a un jeu récemment qui est sorti avec Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, qui ont incarné des personnages. Il y a des trames musicales assez extraordinaires. Le jeu vidéo, au départ, quand on l'a regardé, les personnes ont réagi parfois par peur, n'ont pas compris, n'ont pas saisi la valeur qu'il pourrait avoir. Et donc, parfois, on a pu, par réaction, se dire, voilà, le jeu vidéo, vous allez devenir complètement addict, vous n'allez plus sortir de chez vous, vous allez peut-être, suite à avoir assassiné un petit lapin ou quelques zombies, vouloir prendre des armes dans la vie réelle. Ici, tout le monde a joué aux jeux vidéo, peut-être? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez joué aux jeux vidéo? Bon, bah écoutez, voilà, et j'imagine que vous n'avez jamais, à la suite d'un jeu vidéo, eu l'envie d'aller assassiner quelqu'un volontairement dans la rue. Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Ah, bon, bah, moi, je ne suis pas trop rassuré, alors là, pour le coup. En France, il y a 37 millions de joueurs. Il y a 7 personnes sur 10 personnes qui jouent. C'est-à-dire qu'on n'a pas 37 millions de personnes qui ont perdu contact avec le réel et qui ont décidé de détruire notre société. Parce que, je ne veux pas dire que la censure est tout le temps une mauvaise chose, hein. Je crois que quand la volonté de détruire la société ou de simplement mettre en danger notre quotidien, effectivement, là, parfois, il faut savoir arrêter certains phénomènes. En tout cas, le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre. Les États-Unis l'ont compris avant nous, ils l'ont reconnu comme art en 2011. La réalité de ne pas avoir peut-être compris ou réagi par peur face à ce phénomène, ça fait que une société comme Ubisoft, alors là c'est un artwork d'Assassin's Creed, qui est artistique. Alors après, est-ce que ça vous touche ou non, ça c'est encore évidemment un point de vue et une question de jugement. Eh bien, c'est un marché qui pèse le jeu vidéo 120 milliards de dollars aujourd'hui. Ubisoft, quand ils sont nés en 1986, ils ont commencé à se développer dans le monde, puis ils sont partis s'installer au Canada, une de leurs antennes. Aujourd'hui, au Canada, c'est leur siège, c'est leur vaisseau amiral. Le Canada, en 1997, a créé les conditions économiques pour pouvoir accueillir des talents, et on parlait d'Eldorado pour nos ingénieurs français. Le Canada a su saisir l'opportunité de cette nouvelle forme créative et artistique et créer les conditions pour lui permettre de s'épanouir. En France, on a eu un certain retard. Il y a les musiques électroniques. Les musiques électroniques, c'est aussi un phénomène qu'on n'a pas forcément su saisir. On crée beaucoup d'amalgames. Quand on parle de techno, qui est une des parties des musiques électroniques, on l'associe à une musique de drogué. Aujourd'hui, les musiques électroniques, elles s'épanouissent de façon assez extraordinaire dans le monde. L'ADE à Amsterdam, c'est 400 000 personnes et des milliers d'entreprises qui viennent à la fois faire la fête, écouter des artistes, mais aussi discuter entre producteurs et labels. Le Sonar Festival, en Espagne, c'est 126 000 personnes, 90 pays, des milliers d'entreprises. Ils ont aussi des cycles de conférences et d'événements. Et c'est des invités comme la NASA, le MIT Lab, Google Magenta, on parlait de Deep Learning tout à l'heure, bon, c'est exactement le cas, qui se réunissent en 2018 par exemple pour penser l'avenir de la musique. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire que
Encore une fois, peut-être qu'on a réagi de manière épidermique à une nouvelle forme de créativité et on l'a refusé. Et on n'a pas su être à son écoute et d'autres territoires ont dû saisir cette opportunité. Pour parler d'un domaine qui me concerne un peu plus, en direct, l'art urbain, le street art. Wynwood à Miami, c'est une friche industrielle il y a quelques années qui a été laissée à l'abandon. Il y a des promoteurs qui ont fait l'acquisition de ce territoire, de ce terrain, qui se sont posé la question de comment créer des leviers d'attractivité. Et donc ils ont eu l'idée, en observant des personnes de la société civile en train de peindre, de développer de manière assez importante, par la peinture, ce territoire. Aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qui se rendent sur ce site. Il faut savoir qu'un touriste culturel, vs un touriste qui va dans un club de vacances, dépense 80% plus que le touriste dans un club de vacances, sans vouloir en citer en particulier. Donc, quand on se rend à Miami, on va évidemment consommer, prendre un hôtel, se promener, se balader à la rencontre de ces fresques. À Montréal, il existe un festival d'art mural, 1 500 000 personnes qui se rendent chaque année lors du renouvellement de ces fresques. Nous, on est en train de développer une opération à Versailles, dans un quartier d'habitat social qui s'appelle Bernard de Jussieu. On a livré 5 fresques, on est en train d'en livrer, on en livrera 5 autres entre mai et juin. À chaque fois qu'on livre ces opérations, on a des retours extraordinaires des habitants qui ont l'impression qu'on égaye leur quotidien. La ville est en train de se poser les questions d'installer un stop parce qu'il y a des embouteillages qui naissent du fait que les passants s'arrêtent pour prendre des photos et regarder les fresques. En amenant au cœur de l'habité la fonction artistique, on fait de ce lieu qui est un peu laissé à l'écart et pas intégré dans le cœur de ville une nouvelle centralité. Et on participe du développement de son attractivité. Tourcoing, aujourd'hui, peut-être que vous ne vous y arrêteriez pas. Si demain on développait le patrimoine de Tourcoing ou qu'on par l'art urbain en invitant une vingtaine d'artistes muralistes ou qu'on organisait un grand festival et un grand rassemblement de créativité, technologie et business comme l'est le cas du Sonar, peut-être que Tourcoing ce territoire se verrait en tout cas redoré et deviendrait un nouvel Eldorado. Qu'est-ce que ça nous dit sur nos sociétés? C'est donc l'être humain qui est un animal artistique, qui cadre, qui juge de façon complètement subjective et qui parfois tombe dans une certaine radicalité et censure, eh bien, perd des opportunités incroyables dans une volonté parfois d'étouffement ou d'incompréhension. Ce qui me semblerait, c'est que l'art, finalement, on tente à chaque fois de lui donner une définition, on tente de lui donner un cadre, et en réalité, c'est un bouillonnement permanent, c'est une recherche constante, ça aime dépasser les cadres. Je crois que finalement, vouloir donner une définition très précise ou hiérarchique, comme on le fait premier art, deuxième art, huitième art, neuvième art, peut-être centième art à l'art, c'est d'une certaine façon le nier lui-même. Et donc, quand on observe finalement une société, je crois que l'art, en tout cas, c'est un indicateur puissant. Plus elle est riche et plus elle est diverse sur le plan artistique, plus elle est libre socialement et plus elle a un potentiel de déploiement économique. On le sait tous, enfin plus ou moins peut-être, en tout cas ici je le suppose, dans quelques années on va perdre énormément d'emplois. On va perdre énormément d'emplois parce qu'on ne sait pas comment on va occuper les gens du fait de l'arrivée des technologies. On est en difficulté et on doit savoir contrôler et maîtriser nos ressources puisqu'on vit sur ce petit vaisseau dans l'espace qu'est la Terre et on est de plus en plus nombreux avec des ressources limitées. Il y a une ressource ici qui a un potentiel infini, qui a une possibilité de créativité immense, c'est l'intelligence artistique, c'est l'intelligence créative. Est-ce que finalement notre société ne devrait pas porter plus d'attention, mettre d'autant plus son énergie dans cette ressource que sont les arts et la créativité pour bâtir un monde qui sera à même de partager et de nous faire vivre de façon positive tous ensemble. Je vous remercie.